Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zone Pol, votre rendez-vous politique en direct du Salon international de l'agriculture. Durant 30 minutes, la rédaction d'Émerger pose toutes ces questions à une personnalité de la vie politique. Et aujourd'hui, cette personnalité, c'est vous, Giovanni William. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député NUPES et donc avec vous, on va aborder 3 thèmes dans cette Zone Pol. Le premier des thèmes, c'est la réforme des retraites. Les débats ont commencé hier au Sénat. Les syndicats, eux, s'organisent à l'approche des manifestations du 7 mai. On abordera ça dans quelques instants. On évoque aussi le bras de fer entre la grande distribution et le secteur agricole. Les débats, eux aussi, alors eux, ils sont terminés cette fois-ci, hier, tard dans la soirée. Qu'est-ce qu'il en est sorti de tout ça? Eh bien, on évoquera tout ça ensemble. Et le dernier point, eh bien, c'est forcément le conflit. Après un an de conflit en Ukraine avec la Russie, on abordera ce point aussi. Voilà, merci en tout cas à vous d'être ici. Nous sommes en direct sur Émerger TV, la chaîne YouTube Power Boost. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Émerger. Zone Pol au Salon international de l'agriculture, ça démarre tout de suite. Bonjour Bastien Cochet, Giovanni William, pour que nous en sachions un peu plus sur vous. Et bien Bastien s'est chargé de faire des recherches et de dresser votre portrait. Bonjour Giovanni William. Alors, avec ce nom, ne vous connaissant pas encore, je m'attendais à recevoir un fier descendant d'une famille italienne, mais pas du tout. C'est de Martinique que vous venez, la même terre où vous êtes aujourd'hui élu député. Et ça, c'est beau, c'est assez rare pour le noter. Par contre, je note. Alors, je crois qu'il n'y a plus de micro. C'est bon. Alors, je note par contre que votre nom de famille est aussi un prénom, ce qui vous fait un point commun avec des célébrités sympathiques comme Guy Georges, Émile Louis ou Monique Olivier. Voilà. Alors, je suis pas sûr, Bastien, que la comparaison soit très flatteuse pour monsieur le député. Attention à vous. Attention à vous. Je pense que j'ai suivi vos conseils parce que Giovanni William, vous pouvez m'attaquer déjà de 1 sur le front juridique, puisque vous êtes avocat, mais aussi au niveau physique, puisque vous êtes ceinture noire de judo et de karaté. En même temps, vous voulez tout faire petit, vous hésitez entre pompier, militaire, footballeur, journaliste, vétérinaire, que des métiers qui font rêver les enfants. Et finalement, vous optez pour un master en droit, environnement et aménagement urbain. Ça fait rêver. Attention à vous, Bastien, attention à vous. Mais bien évidemment, si on reçoit Giovanni William aujourd'hui, c'est parce qu'il a toujours eu aussi envie de faire de la politique. Et oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est très bizarre, parce qu'en 2014, lors de votre élection en tant que conseiller municipal, vous êtes à droite. Et 5 ans plus tard, trahison, vous vous présentez face à votre ancienne tête de liste. Vous êtes passé à gauche. Mais bon, ça valait le coup, puisque la gauche, ça vous a permis de devenir adjoint au maire entre-temps. Et puis la gauche, ça a tellement du bon que ça vous a aussi permis d'être largement élu député l'année dernière. Vous qui étudiez la loi, maintenant, vous l'écrivez. Enfin, à condition que la NUPES arrive à faire voter quelque chose d'ici 2027 quand même. Voilà, le portrait de Bastien Cochet. Il continue de titiller, alors vous êtes ceinture noire. Hein, donc, moi, j'ai peur de rien. Mais ça va, nous sommes calmes. Quand on fait du karaté, on est forcément calme. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Bon, bah c'est bon, vous êtes sauvé, Bastien Cochet. Merci à vous pour ce portrait. Monsieur le député, on démarre avec le premier thème donc, de cette Zone Pol, avec les mettre le projet de réforme. Et mettre à bas le projet de réforme des retraites, c'est ce qu'a annoncé donc Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. La gauche s'organise à l'approche des manifestations du 7 mars, alors que les débats donc au Sénat, à majorité à droite, ont commencé hier dans une ambiance bien différente de celle de l'Assemblée. Pour aborder ce sujet, ce dossier brûlant, j'accueille Axel Rebaud. Bonjour Axel. Bonjour Alban. Giovanni William, bonjour. Bonjour. Les députés avaient peu de temps pour débattre de ce projet de loi. Est-ce que le temps il a bien été utilisé à l'Assemblée? Non, clairement non. Il y a eu plusieurs stratégies. En tout cas, dans mon groupe, la stratégie était claire. Il fallait que nous arrivions à l'article 7, qui était l'article phare, à savoir sur l'allongement de la durée légale de départ à la retraite. Mais à mon sens, non, il a été mal utilisé et je le regrette vraiment. Vous imputez ça à qui alors? Est-ce que c'est la France Insoumise qui a trop monopolisé le débat? Non. Il faut prendre les choses dès le début. C'est-à-dire que dès le départ, le gouvernement a choisi de passer par une loi de finances rectificative de la sécurité sociale qui limitait la durée des débats. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quand on parle des retraites, ce n'est pas en quelques heures qu'on peut trouver une solution
clair et définitif pour nos retraités et justement pour nos agriculteurs, puisque nous sommes au salon de l'agriculture. Donc il faut aussi prendre ce départ-là. Ensuite, la stratégie qui a été une stratégie d'obstruction de la part de différents groupes, hein, parce que il faut pas non plus croire que LFI. Non, il y a eu une stratégie aussi de la part de la majorité présidentielle qui était aussi une stratégie d'obstruction. Et puis après, on nous dit oui, nous on voulait y aller, mais ce n'était pas vrai. Mais alors, le groupe communiste dont vous faites partie, vous, pourtant, il avait essayé d'accélérer les débats. Vous dites, voilà, on avait peu de temps à cause de la majorité, c'est ce que vous dites. Mais donc, ce peu de temps que vous aviez, vous auriez pu mieux l'utiliser avec toutes les polémiques qu'on a eues, avec les invectives à l'Assemblée nationale. Est-ce que, au final, ça a été un peu compliqué de travailler avec LFI? Vous savez, quand on est dans un intergroupe, c'est forcément pas facile. Dans une famille, on peut pas être tout le temps d'accord sur tout. Mais là, il y avait beaucoup de désaccords. Mais il y a eu certains désaccords. Hein. Il y a eu certains désaccords. Mais en tout cas, dans notre groupe, vous savez, quand on est député, on n'est pas député. On est 577 avec 577 visions. Mais dans le groupe dans lequel j'appartiens, GDR NUPES, nous avons retiré une bonne partie de nos amendements, qui de toutes les façons étaient des amendements, pas des amendements d'obstruction, mais des amendements utiles. Et donc, nous avons décidé de les retirer pour arriver à cet article 7. Nous n'avons pas pu y arriver. Maintenant, au Sénat de faire son travail, mais le combat continue et continue aussi dans la rue. Il continue donc effectivement au Sénat. Les sénateurs, les Républicains, sont d'ailleurs majoritaires là-bas. Ils sont d'ailleurs plutôt favorables à la réforme des retraites, moyennant quelques ajustements. Vous dites aujourd'hui, si l'alliance entre la majorité et les Républicains, elle est scellée, Giovanni William, est-ce qu'il y a encore un espoir ? Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. De toutes les façons, il faudra bien que le gouvernement entende. Parce que on voit les manifestations qui sont de plus en plus importantes. On voit le résultat de certaines statistiques. On voit que même à l'intérieur de la majorité présidentielle, il y en a qui sont d'accord pour justement les mouvements de grève. Ils sont 17% de ce que j'ai vu de ce matin. Et pourtant, Giovanni William, si la majorité présidentielle et les Républicains se mettent d'accord sur ce texte, là, ils auront une large majorité pour faire passer le texte à l'Assemblée nationale. Ce sera fini. On ne pourra plus mettre un terme à cette réforme. Non, mais vous savez, cette réforme, si elle passe de toutes les façons, il y a des élections à venir en 2027 et il faudra y revenir. De toutes les façons, rien n'est scellé. Rien n'est scellé dans mon esprit. Vous jouez la carte du fil d'Ariane. C'est tout ce qui a été fait par Emmanuel Macron en 2027. On va pouvoir tout enlever. Non, pas tout. Je n'ai pas dit pas tout. Cette réforme des retraites, si elle passe, il faudra l'annuler. Cette réforme des retraites, elle n'est pas bonne. Voilà. Et ce qui n'est pas bon, il faut le retirer. C'est tout. Okay. Comment est-ce qu'on empêche alors cette alliance quand même entre les Républicains et la majorité présidentielle? Vous dites en fait elle vous fait pas peur cette alliance? Non, pas du tout, elle nous fait pas peur. Il faut savoir tout de même que nous députés, nous avons été élus par une population. Il faut savoir que nous représentons quelque chose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a le 7 une manifestation d'ampleur. Il faut continuer le mouvement. Il faut faire en sorte que ce gouvernement entende raison. Il faut faire en sorte que tout ce qui a été dit précédemment et notamment à l'Assemblée nationale, notamment sous les 1200 €, c'était une vaste comédie, sur les carrières longues, sur la situation des femmes notamment. Il y a eu des mensonges de la part du gouvernement, alors c'est ça, sur les 1200 €. Oui, il y a eu des mensonges. Il y a eu un cafouillage. On va dire un petit mensonge, puis un gros mensonge, puisque clairement ils n'ont pas avoué leur turpitude. Donc moi, je pense que le gouvernement doit entendre raison, et pour ça, il faut que le peuple se soulève. Okay. Donc il y a les débats à l'Assemblée nationale, maintenant au Sénat, et vous l'avez dit, dans la rue, le 7 mars, c'est le blocage du pays, votre objectif? Bloquer? Non, je suis pas pour le mot bloquer. Il faut que le peuple se fasse entendre. Que ce soit dans la rue, que ce soit dans un podium, que ce soit à travers une manifestation comme celle-ci, que ce soit à l'occasion de discussions familiales. Bref, il faut que le peuple se fasse entendre. Il faut aller dans les permanences des parlementaires. Il faut que le peuple se fasse entendre de toute manière que ce soit. Parce que vous dites qu'il ne faut pas forcément bloquer, il ne faut pas forcément faire comme Philippe Martinez appelle à faire, avec des grandes opérations pour véritablement mettre le pays à l'arrêt. Moi, je ne vais pas rentrer dans la stratégie d'un syndicat. Les syndicats, ils font ce qu'ils ont à faire. Et ils ont raison.
Et ils ne viennent pas non plus s'immiscer dans ce que nous, députés, nous faisons dans l'hémicycle. Donc, ils ont leur stratégie, nous avons la nôtre. Évidemment, il y a des cohérences dans nos stratégies, mais moi, je ne dirais pas à M. Martinez de faire ci ou de faire ça. Non, mais vous pouvez appeler, par exemple, les gens qui vous ont élus en Martinique Mais bien à sûr. procéder à des Moi, blocages. Vous ne le faites pas. Moi, j'appelle les Martiniquaises et les Martiniquais à manifester. J'appelle les Martiniquaises et les Martiniquais à exprimer leur mécontentement. À se mettre en grève. À se mettre en grève, pourquoi pas. Mais en tout cas, à manifester leur mécontentement vis-à-vis de cette réforme qui est injuste, encore une fois. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, lui craint une catastrophe écologique, agricole, humanitaire en cas de blocage. Vous lui répondez quoi? C'est Armageddon, ce qu'il dit. J'avais l'impression d'être dans The Blockbuster. Clairement, Olivier Véran, il fait du sensationnel. Pas du tout. Il n'y a pas de catastrophe. Il y a le droit de grève. On rappelle que c'est un droit qui est constitutionnel. C'est un droit qui est gravé dans le marbre. Et il n'y a aucune catastrophe à ce que les gens fassent grève. C'est leur droit. Okay. Aujourd'hui, alors très rapidement, en 10 secondes. 10 secondes, je vous laisse 10 secondes. Donc on l'a vu, voilà, vous appelez les Martiniquais à manifester. Vous avez peur aussi que la réforme, elle touche plus durement les Outre-mer? De toutes les façons, tout ce qui se passe en Outre-mer, il faut savoir qu'on est touché beaucoup plus durement. Beaucoup plus durement. La grève, ce qu'elle va faire, eh bien, c'est que de toutes les façons, on ne nous regarde pas. Les statistiques sont graves dans nos territoires. Il faut savoir qu'on a un taux d'illettrisme le plus haut, taux de chômage le plus haut. Nous avons des indices qui sont catastrophiques et on ne nous entend pas. Merci à vous, Axel. Vous restez là, Axel, puisque Giovanni William, on va continuer cette zone pôle avec les négociations entre le secteur agricole et la grande distribution qui se sont terminées donc hier à minuit. Les agriculteurs demandaient des rémunérations plus fortes pour pallier l'inflation. Les prix en supermarché, eux, devraient augmenter de 10%. Axel Rebaud. Giovanni William, pour mieux rémunérer les agriculteurs aujourd'hui, vous êtes prêt à dire aux Français qu'ils vont devoir payer leurs produits encore plus cher? Moi, ce que je suis prêt à dire, surtout aux agriculteurs, c'est qu'ils doivent pouvoir vivre de leur travail. En Martinique, nous avons plusieurs difficultés. Politique foncière difficile avec l'empoisonnement chlordécone. Donc, nous avons des terres polluées. Nous avons des difficultés parce que nous avons des carrières hachées avec des agriculteurs qui travaillent énormément avec une grande distribution qui ne rémunère pas correctement. Il y a un problème entre la grande distribution et nos agriculteurs. Il y a un problème entre les transformateurs et nos agriculteurs. Moi, ce que je dis d'abord aux agriculteurs, c'est de continuer à se battre et de passer par les circuits courts, ce que nous faisons en Martinique, en Guadeloupe notamment. Et ce que je dis aussi, c'est que grâce aux agriculteurs, nous pouvons manger sainement, d'éviter cette malbouffe. Et par contre, pour parler maintenant aux consommateurs, c'est de leur dire, faites attention, regardez ce que vous mangez. Consommez local. Mais on comprend, ça c'est plus sain, ça rémunère directement nos agriculteurs locaux, mais lorsque on a un produit qui a été élevé, un steak qui a été élevé au Canada et un qui a été élevé dans la région à côté, et que le local est 2 voire 3 fois plus cher, comment est-ce qu'on convainc les Français qu'effectivement il faut quand même aller acheter le plus cher? Non mais pourquoi il est 2 fois plus cher? Enfin, ça c'est mon travail aussi, c'est le travail des élus. Pourquoi il est 2 fois plus cher? Il est 2 fois plus cher parce qu'il y a des difficultés pour ces transformateurs, pour ces agriculteurs, pour ces éleveurs de pouvoir vendre leurs produits. Parce qu'ils ont des charges qui sont trop importantes, parce qu'ils ont des salariés à payer, parce qu'ils ont des traites à rembourser. Donc il faut les aider pour faire en sorte que ces prix-là baissent, mais que leur rémunération puisse demeurer. Donc, moi, c'est ça mon travail. C'est ça, pour surélever le salaire des agriculteurs, il faut les aides économiques. En tout cas, attention aux aides. Attention aux aides économiques. Moi, je suis pour l'émancipation de nos agriculteurs. Il faut arrêter avec cette idée qu'il faut subventionner pour subventionner. Quand on est subventionné, on est tenu. On est enchaîné. Moi, ce que je veux, c'est d'éviter cela et faire en sorte que les agriculteurs vivent tout simplement du fruit de leur travail. Et ça passe par l'exonération de charges. Je ne parle pas de subvention. Je passe par un rééquilibre aussi entre ceux qui distribuent et ceux qui produisent. Parce que ceux qui produisent ne sont pas rémunérés correctement de leur travail.
Une autre solution pour mieux rémunérer les agriculteurs, elle est dans les mains des grands groupes, des grands distributeurs. Pour le PDG du groupe U, les négociations qui viennent de se terminer, elles ont pour but d'avoir le prix le plus juste pour le consommateur. Vous y croyez pour vous? Ou c'est des foutaises? Je ne vais pas dire que j'y crois pas, je ne vais pas dire que ce sont des foutaises, moi je dis que j'attends. J'attends de voir ce qui se passe. Parce que quand on fait des annonces, eh bien, il faut après faire une étude d'impact de ce qui a été dit. Parce que moi, c'est ce que j'attends. Lui prévoit une augmentation des prix dans les supermarchés de 10% environ. Oui, c'est ce qu'il prévoit. Mais il faut savoir que le ministre de l'économie avait prévu aussi des inflations extraordinaires qui n'ont pas eu lieu. Et des fois, il a prévu une baisse qui n'a pas eu lieu et qui a une hausse. Enfin bref, tout ça pour vous dire que moi, j'attends de voir. Hein, c'est devant le mur qu'on voit le maçon. Et c'est ce que j'attends. Emmanuel Macron, lui, il reste dans l'incitation. Pour l'instant, il demande aux grands groupes de faire des efforts et de rogner leurs marges. J'imagine que pour vous, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Vous savez, de là où je viens, on parle de la vie chère. Et chez nous, les prix sont 34% plus chers qu'ici. Donc, moi, j'ai un regard assez réaliste de la situation. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand on demande à un grand distributeur de baisser ses prix, il ne le fait pas forcément. Et il se rattrape quelque part. Donc ils vont se gaver, les grands distributeurs. À mon avis, c'est ce que vous dites. À mon avis, oui. Donc, quelle autre solution vous proposez pour mieux rémunérer les agriculteurs, Giovanni William? On l'a entendu donc avec des exonérations de charges. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous savez, chez moi aussi, je vais vous parler de ce que je sais, à savoir l'agriculture dans mon pays Martinique. C'est la diversification. Il y a des produits de haute valeur ajoutée, le cacao, la vanille, la canne à sucre aussi. Il faut, à mon avis, que nos agriculteurs réussissent à diversifier leur travail. Et pour ça, il faut que nous puissions les accompagner. Il y a des institutionnels, la SAFER. Oui, mais vous savez, il y a des institutions, la SAFER, il y a des collectivités. Il faut une politique foncière incitative pour nos jeunes agriculteurs, parce que aujourd'hui, nos agriculteurs qui sont plus anciens, ils vont partir et il n'y aura plus personne après. Il faut inciter nos jeunes à aller vers l'agriculture. Et de l'agriculture, passer aussi par la transformation et puis aussi passer par des circuits directs du consommateur à l'agriculteur. C'est possible. Giovanni William, il y a un sujet qu'on voulait aborder avec vous, un sujet qui vous met très en colère, c'est le chlordécone, ce pesticide extrêmement nocif qui a longtemps été utilisé aux Antilles. Sur les reconnaissances et les réparations de la part du gouvernement, le gouvernement, justement, reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et reconnaisse ses fautes. Parce que, imaginez-vous, le gouvernement autorise un produit. Ce produit était interdit de par le monde et interdit en France, mais l'autorise en Martinique et en Guadeloupe. Proroger une autorisation d'un produit nocif, perturbateur endocrinien. Et des années plus tard, on nous dit, oui, d'accord, c'est un perturbateur endocrinien, d'accord, il cause des cancers pour nos agriculteurs, pour nos ouvriers agricoles, mais arrêtez-vous là un petit peu, il faut arrêter de regarder le passé, il faut regarder l'avenir, il faut parler de la prévention. Il faut d'abord que le gouvernement reconnaisse ses torts, et reconnaisse sa faute et indemnise. En étant le premier président à reconnaître la responsabilité du gouvernement français? Ce sont des mots. Ce sont des mots. Vous voulez des actes? Ce sont des mots. Ce sont des mots. Ce sont des mots. Moi, je veux des actes. Vous savez, on est dans un plan chlordécone 4 chez nous. 4. Ce qui veut dire qu'il y a des sommes, il y a de l'argent qui vient chez nous et on nous fait de la prévention. Il y a des spécialistes qui viennent. On veut nous aider à dépolluer nos terres. Mais en attendant, nos agriculteurs, nos marins pêcheurs, ils souffrent. Et en attendant, il y a d'autres cancers qui touchent notamment les femmes et cancers qui ne sont pas reconnus par la sécurité sociale. Donc, moi, ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'ils reconnaissent aussi certaines maladies qui ne sont toujours pas reconnues pour qu'on puisse indemniser... Comme les maladies du travail. Pour indemniser ces agriculteurs, ces marins-pêcheurs et ces Martiniquais, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, parce qu'il n'y a pas que qui sont touchés. Il faut savoir que plus de 90% de la population... 90% de la population est touchée par le chlordécone. Moi, j'ai fait le test. Dans mon corps, j'ai du chlordécone. J'ai de la chlordécone. Et ça, on nous dit, non, ce n'est pas grave.
Dernière question très rapidement, Axel. Giovanni William, le chlordécone, lui, il a été interdit il y a plus de 30 ans aujourd'hui. Donc le gouvernement d'Emmanuel Macron, il n'est pas réellement responsable. C'est qui les responsables et est-ce qu'il doit y avoir des condamnations? Le responsable, c'est l'État. L'État, pas de personne en particulier. Je ne touche aucune personne. Vous avez voulez pas votre collègue a rappelé ma profession. Je ne touche aucune personne spécifiquement. Je dis que l'État est responsable. Il y a des responsabilités sans faute, des responsabilités pour faute. L'État est responsable. L'État doit réparer correctement. Voilà. Merci Giovanni William. Merci Axel Rebaud, Giovanni William. On va continuer cette zone Paul en abordant donc le dernier sujet de cette matinée avec le sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 qui s'est tenu hier à New Delhi. Il était question principalement de la guerre en Ukraine et de ses répercussions sur l'économie mondiale. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a demandé à son homologue russe, Sergei Lavrov, de mettre fin à cette guerre d'agression. Pour en parler de tout ça, j'accueille vous, Quentin Leport. Bonjour. Bonjour Alban. Bonjour Giovanni William. Bonjour. Est-ce que vous pensez que la diplomatie peut encore permettre d'arrêter ce conflit ou la diplomatie aujourd'hui elle ne fonctionne plus? La diplomatie fonctionne et elle doit continuer de fonctionner. Moi, je crois toujours, je reste positif et je pense que la paix est possible. Oui. Pékin et Moscou ont accusé hier au G20 les pays occidentaux d'avoir recours au chantage et aux menaces pour imposer leur vue au moment où le G20 se trouve divisé par la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pensez que des sanctions économiques doivent être appliquées aux pays qui soutiennent actuellement la Russie? Moi, ce que je pense, c'est que de toutes les façons, qu'on fasse des sanctions ou pas, l'objectif doit demeurer la paix. Moi, je vois que cette guerre en Ukraine, eh bien, elle conduit nos agriculteurs, elle conduit nos revendeurs de vin notamment, eh bien, à des situations très compliquées économiquement et in fine à nos citoyens. Donc moi, sanctions économiques ou pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat et le résultat, c'est la paix. Est-ce que vous pensez que les pays occidentaux doivent continuer à dialoguer avec, par exemple, la Russie et la Chine, qui est un soutien, peut-être pas inconditionnel, mais en tout cas un soutien quand même important à la Russie? Oui, il faut toujours continuer de dialoguer, il faut toujours continuer de discuter. Je ne pense pas qu'il faille interrompre les discussions, interrompre le dialogue. Interrompre le dialogue, eh bien, ça conduirait à un enfermement particulier qui ne m'intéresse pas. Giovanni Williams, juste si je peux vous demander juste de relever vos mains. En fait, parce que voilà, si vous touchez le petit capteur en dessous, c'est ça qui fait que ça grésille. Voilà, manque d'habitude. Vous entendre clairement. Est-ce que, d'après vous, on n'est pas un petit peu en ce moment en train d'entrer dans une nouvelle guerre froide, finalement? Je l'espère pas. Concrètement, je ne l'espère pas. Je crois franchement qu'on peut trouver une solution, mais il faudrait aussi que la Russie entende raison. J'ai malheureusement l'impression que ce conflit va durer. Et ça m'inquiète beaucoup. Et donc, quelle est la position finalement on doit adopter en France vis-à-vis de l'agresseur russe et vis-à-vis de la Chine? Comment est-ce qu'on doit se comporter? Je pense qu'il faut être ferme avec les agresseurs, très ferme avec les agresseurs, et puis il faut soutenir les victimes. C'est mon principe. Est-ce que vous pensez que la France et l'Europe en général devraient peut-être envisager de réduire leurs liens commerciaux avec la Chine, qui est actuellement un partenaire commercial très important? Non, parce que c'est une question assez difficile parce que dire oui ou dire non, alors qu'il faut de la nuance dans ce type de questions, parce qu'il y a des rapports commerciaux, ça va impacter justement nos vendeurs, nos agriculteurs, nos entreprises. Donc je tiens à donner quand même de la nuance sur ça et dire que il faut garder des relations avec tous les partenaires économiques que nous avons, mais il faut avoir des positions fermes également. Est-ce que vous pensez que la France est suffisamment engagée aux côtés de l'Ukraine actuellement? Oui, je trouve qu'elle est très engagée. Nous avons porté des résolutions au niveau de l'Assemblée nationale pour dire très clairement notre engagement aux côtés de l'Ukraine, et je pense qu'elle est suffisamment engagée, oui. Pour l'accueil des Ukrainiens, l'État français a dépensé 634 millions d'euros en 2022. Est-ce que c'est une somme suffisante? À cette question, je vous dirais, c'est toujours insuffisant. On veut toujours plus. On veut toujours faire plus pour les victimes. On veut toujours faire plus pour celles et ceux qui en ont besoin. Donc, je vous dirais, c'est toujours insuffisant, mais ça a le mérite d'exister. Est-ce que vous pensez qu'en 2023, il faudra allouer peut-être le même montant, la même somme, ou une somme plus importante, ou est-ce qu'on va devoir apporter une aide différente? Toutes les aides sont louables, à mon sens.
avoir le même niveau d'aide ou pas, ça je ne sais pas pour le moment. On attendra, on verra. Est-ce que vous pensez que la France devrait intervenir militairement, peut-être, si la guerre venait à s'intensifier, venait à prendre une nature différente? Parce que actuellement, on a vu par exemple ces derniers jours que les premiers tirs sur le sol russe ont eu lieu dans le cadre de la guerre en Ukraine, ce qui est complètement inédit dans cette guerre. Est-ce que on sera amené à intervenir militairement, nous Français, un jour? Ce que moi je peux vous dire, c'est qu'une intervention militaire de la France reviendrait à l'échec de la paix, donc je ne le souhaite pas. Et vous pensez que ça peut éventuellement arriver, ou alors Je n'ai pas de boule de cristal et en tout cas je ne l'espère pas. Là aussi se prépare actuellement à l'éventualité d'une attaque par les États-Unis. En tout cas, c'est l'agence russe qui en a parlé cette semaine. Et est-ce que la France devra apporter son soutien aux États-Unis si les États-Unis deviennent belligérants dans la guerre? Est-ce qu'on devra soutenir de manière inconditionnelle le partenaire américain ou pas? Ça vous posez des questions très difficiles, mais c'est très bien. Vous savez, les rapports entre les États-Unis et la France sont des rapports de longue date, de très longue date. Soutenir les États-Unis, non. Moi, je pense qu'il faut d'abord soutenir l'Ukraine, tout simplement. Bien sûr, mais les États-Unis, si ils s'imposent comme ils le font aujourd'hui, ils s'imposent. Oui, les États-Unis s'imposent beaucoup et partout, sur tous les plans. Nous concernant, je pense qu'il faut faire très attention. Et Dominique de Villepin, dans son intervention aux Nations Unies, l'a très bien rappelé. Il faut faire très attention. Nous sommes la France. Nous sommes au pied de personne et en tant qu'État, nous devons faire attention et prendre nos propres décisions. Éviter d'être à la remorque des États-Unis et s'il faudra aider, je dis pas aider les États-Unis encore une fois, si les États-Unis réalisent une opération, il faut faire très attention à savoir pourquoi nous interviendrons, nous en tant que France. Ce serait pas pour aider les États-Unis, ce serait pour aider l'Ukraine. Donc vous pensez que la France a peut-être dans ce conflit un rôle à jouer au niveau diplomatique et à se réaffirmer comme une grande puissance diplomatique et une grande puissance en général? Oui, mais bien sûr. La France est une grande puissance diplomatique et elle doit continuer de l'être. Le diplomate François Hesbourg a déclaré cette semaine qu'avec la guerre en Ukraine, nous changeons d'époque. Est-ce que vous êtes d'accord avec son point de vue? J'ai cette impression parce que nos habitudes, même de consommation, nous, in fine, nous citoyens français, changent. On se rend compte que cette souveraineté, par exemple, alimentaire que nous appelons de nos voeux, il faudra l'accélérer. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, la transition écologique, nous devons l'accélérer. Donc oui, c'est un changement d'époque à mon avis. La Commission européenne a annoncé avant-hier vouloir augmenter la production de munitions en Europe pour un budget d'1 milliard d'euros. Est-ce que vous, personnellement, y êtes favorable? Non. Je n'y suis pas favorable. Je pense que nous devrions nous concentrer sur d'autres choses, je vais dire, plus essentielles pour nos territoires, essentielles pour nos Françaises et nos Français. Est-ce que vous pensez qu'il faut créer peut-être un conseil de l'Europe, un tribunal spécial pour juger les crimes, les exactions russes sur les Ukrainiens? Oui, mais pensez-vous que les Russes viendront dans ce tribunal? Peut-être que après la guerre, peut-être. Ouais. Si la présidence russe, par exemple, venait à changer, enfin, on n'a pas de boule de cristal, mais oui, c'est vrai, on fait de la politique fiction, mais faire un tribunal, sachant que les Russes ne viendront pas, je ne sais pas si c'est opportun. Vous pensez donc Dernière question, très Dernière rapidement. question. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut justement peut-être maintenir un dialogue comme l'a évoqué le président de la République, un dialogue et donc afin que la guerre ne détériore pas complètement les relations avec la Russie, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, mais il faut toujours maintenir le dialogue avec tout le monde. Merci infiniment Quentin Leport, merci à vous aussi Giovanni William. Merci. Voilà, Zone Paul touche à sa fin. Voilà, merci à tous. Je suis un peu perdu dans mes fiches. Merci à tous d'avoir suivi cette Zone Paul. Merci encore à vous, Giovanni William, d'avoir été avec nous, député gauche républicaine et démocrate. Effectivement, je l'avais pas précisé, NUPES. Merci également à Bastien Cochet pour son portrait, à Axel Rebaud et à vous, Quentin Leport, pour vos questions. Rendez-vous demain, 10h, même endroit, pour une nouvelle Zone Paul avec cette fois-ci Jordan Bardella, président du Rassemblement National. En attendant, restez bien avec nous sur Émerger, puisque tout de suite c'est votre émission à travers champs.